Bonjour, je m'appelle Anne et voici mon podcast. Ici, je lis des récits réels de mes abonnés. Si vous avez un récit à m'envoyer, vous pouvez l'envoyer à l'adresse email indiquée dans la description de cette vidéo. Sans plus attendre, passons à la lecture des récits. Mais avant cela, laissez un petit j'aime sur la vidéo. C'est très important pour moi. Allons-y! La chambre 9B. Bonjour, Anne. Vous pouvez m'appeler Carolina. Cette histoire s'est produite en 2016 dans un hôpital public où je travaillais à l'époque, dans une petite ville de l'intérieur de la France. Nous faisions face à une grave crise de surpopulation. L'urgence était saturée, les patients dans les couloirs, certains en fauteuil roulant faute des lits. C'était désespérant pour moi en tant que médecin. Il avait une haie ancienne appelée secteur E, toujours fermée. Tout le monde évitait passer par là. Jadis haie psychiatrique, elle était hors service depuis les années 1980. Après un incendie ayant causé des victimes, son budget pour rénover seule la porte avait été scellé par une chaîne. Une nuit particulièrement chaotique, vers 2 heures du matin, je traitais 2 urgences critiques quand un agent de sécurité m'appelait visiblement paniqué. Quelqu'un dans le secteur P, j'ai vu aux caméras une femme maigre, cheveux longs, errant lentement en direction de cette haie et entrant par une porte qui aurait dû être verrouillée. Pensant à une arrêt ou au secours d'un patient, j'y suis allée avec ma clé, mais la porte était entrouverte. Les couloirs étaient sombres, silencieux, avec une odeur de renfermé. La lumière clignotait, le mur était moisi. Au fond, je le vis, dans la porte 9B. Je lui ai dit que c'était interdit et que je la conduirais ailleurs. Rien puis elle s'est lentement tournée. Son visage n'était pas humain. Des yeux grands ouverts, immobiles, pas de clignement, un peu fine comme du papier. Aucun son, aucune respiration. J'ai reculé, elle a souri, puis est entrée et a fermé la porte. Je me suis précipitée, les ouvertes, vide, aucune présence. J'ai regardé la vidéo, celle parlant dans le vide, et la silhouette disparaît comme une fumée. Le lendemain, j'ai consulté les archives de l'incendie de 1982. Une femme, Elisa Mora, 23 ans, morte dans la chambre 9B. Enfermée lorsque le feu s'est déclaré. Son visage correspondait. Je n'ai plus jamais osé approcher ce couloir. Depuis chaque fois que je croise quelqu'un dans un hôpital ancien, je double vérifie qu'il s'agit bien d'un humain vivant. On apprend que tout ce qui marche
ne l'est pas nécessairement. Fin du récit. Merci beaucoup pour votre témoignage. Les hôpitaux ont beaucoup à révéler. Je pense que c'est ton esprit cherchant vengeance, piégé par la porte. Elisa souffrait qu'on ne vient pas l'ouvrir. Alors son âme n'a pas trouvé le repos. Merci encore. On va continuer l'accouchement que ma mère n'a jamais oublié. L'accouchement que ma mère n'a jamais oublié. Je m'appelle Julia, j'ai 21 ans et j'étudie la médecine. Ma grand-mère a été gynécologue toute sa vie. Une femme pragmatique, dure et très technique. Quand je suis entrée à la faculté de médecine, elle m'a raconté de nombreuses histoires de gardes difficiles. Dans le lieu reculé et des accouchements qui ont marqué sa carrière. Mais il y en a un qu'elle a dit ne rencontrer qu'une seule fois, plus jamais en parler. Effectivement, elle n'en a plus jamais reparlé. C'était au début des années 60. Elle venait d'obtenir son diplôme et avait accepté un travail temporaire dans un petit hôpital de Provence. Des salles d'accouchement, peu d'infirmières, presque aucun matériel. Une nuit, on frappe à la porte avec une jeune femme en travail. C'était une fille très jeune, peut-être même pas 20 ans. Les deux hommes qui l'ont amenée parlaient peu, disant simplement qu'elle était la fille d'une voisine et qu'elle cherchait de l'aide. Mais ma grand-mère a tout de suite eu l'impression qu'il cachait quelque chose. Depuis le début, tout était étrange. La jeune femme ne parlait pas, ne pleurait pas et ne criait pas de douleur. Elle restait couchée, les yeux écarquillés, fixant le profond, comme si elle n'était pas présente. Quand la dilatation a progressé, les lumières de la salle ont commencé à clignoter. L'une d'elles a explosé. L'électricité a sauté pendant quelques secondes et revenue, puis est retombée. L'équipe a improvisé avec des lampes et des bougies. L'air est devenu très chaud et lourd, comme si quelque chose montait de la terre. La patiente a alors commencé à trembler. Bientôt, toute la structure de la salle et du petit hôtel s'est mise à vibrer. Ma grand-mère pensait à un tremblement de terre, mais tout semblait se limiter à l'hôpital. Puis la femme a commencé à pousser, sans crier, comme si une autre force agissait à sa place. Et le bébé est né. Ma grand-mère
et restait figé en voyant cet enfant. Sa peau était grise, son corps semblait recouvert d'un film mince et collant. Ses mains avaient des doigts beaucoup trop longs et ses yeux étaient ouverts, totalement noirs, sans pupille, sans éclat, sans expression. Les sons qu'il a émis n'étaient pas un cri, mais un bruit sourd, rauque, comme provenant d'un tuyau vide. Le reste du personnel reculait immédiatement. Personne n'osait s'approcher. En quelques secondes, ma grand-mère regardait vers la porte et a vu quelqu'un attendre. Une vieille femme habillée de sombre, un foulard sur la tête. Elle semblait être là depuis toujours, mais personne ne l'avait remarqué. Elle entrait sans dire un mot. Elle est allée droit vers ma grand-mère, a tendu les bras et a dit: Je suis la grand-mère de cet enfant. Ma grand-mère, jeune médecin, ne sachant que faire, lui remit le bébé sans réfléchir. C'était comme si tout cela était prévu. Ni la mère, ni cette femme n'en semblent surprises par l'apparence de l'enfant. La vieille femme a pris le bébé avec précaution, a regardé ma grand-mère avec un calme glaçant et a dit: Je vais l'emmener à la maison. Puis elle s'est tournée vers sa fille et demanda: Je veux que tu viennes aussi. Et elle est sortie. La jeune femme est restée hospitalisée jusqu'au matin. Tout le monde redoutait que d'autres phénomènes étranges se produisent, mais rien ne s'est passé jusqu'à son départ. Et quand elle est enfin partie, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Personne n'a eu le courage de remplir son dossier administratif. Ma grand-mère a essayé, mais la jeune femme ne parlait pas. Lendemain, elle allait déjà bien, comme si elle n'avait pas accouché d'une créature énorme et monstrueuse. Après son départ, le personnel se sentit plus à l'aise pour discuter. L'hôpital était petit et tout le monde présent cette nuit-là avait senti les secousses. Ma grand-mère, pourtant, est sceptique et peu sensible au surnaturel, a été profondément marquée par cet événement. Fin du récit. Merci beaucoup pour cette lecture. Effrayant et fascinant. De rien. Le récit numéro 3. La poupée du couloir. Bonjour Anne. Vous pouvez m'appeler Marcia. Je suis médecin et cette histoire s'est passée dans un hôpital où j'ai travaillé il y a quelques années. C'était en 2016 et je remplaçais des collègues lors de quelques gardes dans un hôpital municipal d'une petite ville de l'intérieur de la France. Le bâtiment était très ancien, sombre,
avec des couloirs étroits et silencieux la nuit. C'était tellement calme qu'il y avait rarement de patients. Dès la première semaine, on a commencé à raconter des histoires bizarres d'apparitions. La plus connue de cet hôpital était celle de la fameuse poupée du couloir. On disait que parfois des patients, qu'ils soient gravement malades ou pas, voyaient cette poupée errer dans les couloirs. C'était une poupée en porcelaine, vêtue d'une petite robe rose, avec le visage fissuré. Et après avoir vu cette poupée, la personne ne survivait jamais plus d'un jour. J'ai écouté, ri un peu, pensant que c'était une de ces légendes d'hôpital ancien, racontées pour effrayer les nouveaux, comme moi. Alors, je n'y ai pas trop cru. Mais une nuit, vers 3 heures du matin, pendant que le service était très calme, je suis sortie de la salle pour prendre un café. Quand j'ai tourné dans un des couloirs, je me suis arrêtée net. Elle était là, assise au milieu du couloir, face à moi. C'était une petite poupée entièrement porcelaine avec une robe rose ancienne, tachée au bord, et un visage fissuré, les regards fixes. Je suis restée figée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là à la regarder, mais soudain elle a disparu. Ce n'était pas comme si quelqu'un l'avait ramassée, ni comme si elle était partie en marchant. Elle s'est simplement volatilisée comme si elle n'avait jamais été là. Je suis retournée à mon poste, pâle, et bien sûr, je n'ai parlé au personnel. Personne n'a douté. L'un des techniciens a simplement dit: Tu l'as vraiment vu? Si c'est vrai, que ce n'est pas une blague, faites attention, elle n'apparaît jamais sans raison. Anne, j'ai senti une certaine peur dans sa voix. On était dans un moment plutôt détendu, mais ça m'a un peu refroidi. J'ai essayé d'oublier ça les jours suivants, en me disant que j'étais sûrement juste fatiguée, que ça n'était pas réel. Mais un mois plus tard, pendant une garde, j'ai commencé à me sentir très mal. J'avais des douleurs fortes et quand je m'en suis rendu compte, j'ai saigné. J'ai dû passer d'examen et là en choc. J'étais enceinte.
Mais la deuxième surprise, c'est que je venais de perdre le bébé. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Le médecin n'a pas su expliquer ce qui s'était passé. Au moment où j'ai reçu la nouvelle, j'ai tout de suite pensé à la poupée et j'étais bouleversée. Je n'avais même pas conscience que j'attendais un enfant. Et selon le médecin, j'étais déjà dans mon 4e mois de grossesse au moment où je vis la poupée dans les couloirs. Sauf que ce n'est pas moi qui suis morte, c'est le bébé. Depuis, j'ai très peur de ces choses. Et j'aimerais beaucoup entendre ton avis sur tout ça. Savoir ce que tu penses que ça pourrait être. C'est une histoire un peu complexe. D'habitude, dans les hôpitaux, on voit des patients décédés. Mais pourquoi une poupée? Quel rapport entre cette poupée et cet hôpital? Ça, c'est super. Je sais pas quoi je peux dire sur ça, juste que je perds aussi. Et voilà, on est au fin du récit. On se voit dans notre prochain épisode. Un gros bisou.